Voilà, et si nous faisions un peu de tourisme institutionnel avec, et pourquoi pas en Méditerranée, c'est ce que nous proposent nos deux invités du jour, à savoir Marie Dalfalco. D'abord, bonjour madame. Micro vert, merci, ils sont ouverts. Vous êtes Bonjour. délégué général d'un réseau de villes historiques en Méditerranée. L'acronyme, c'est AVEC. Oui, tout à fait. Voilà, on vous demandera un petit peu plus d'éléments sur cette association dans quelques instants et vous êtes accompagné d'un membre d'honneur de cette association qui va prendre également un micro à sa droite. Voilà, c'est le micro rouge, vous serez autonome. Jacques Rousset, vous êtes ancien préfet. Et aujourd'hui, au sein de cette association, à quoi veillez-vous particulièrement? Je suis engagé dans cette association à partir d'une ONG que je présidais à l'UNESCO il y a une dizaine d'années. D'accord, approchez votre micro. Parce que ce que fait le réseau AVEC me paraît très important pour l'avenir des relations nord-sud en Méditerranée. Et donc j'ai voulu, en mobilisant ce qui me reste de mes compétences, me mettre au service de cette association, notamment sur les aspects des grands projets de séminaires, de manifestations, ou sur les aspects stratégiques de ce réseau. Voilà. Alors ce réseau, justement, ainsi adoubé par monsieur le préfet, que fait-il? Marie. Oui, donc le réseau AVEC, c'est l'Alliance de villes européennes de culture. Enfin, c'est un réseau de collectivités territoriales qui a été créé en 1997, donc il y a 19 ans. Et depuis 2016, depuis très peu, ce réseau est devenu l'Alliance de villes euroméditerranéennes de culture. Donc justement, il s'agit de souligner l'engagement du réseau dans des actions de coopération entre les rives de la Méditerranée nord-sud. Donc oui. l'acronyme a changé, Exactement. mais pas la vocation. Absolument pas. Et la vocation, c'est donc de trouver un alter ego sur le pourtour méditerranéen quand on est une ville française ou européenne. Alors, la vocation du réseau, c'est de développer des actions sur les thèmes de gestion, protection, valorisation, développement durable des patrimoines matériels et immatériels. Et donc cette association, comme je vous disais, est composée de collectivités territoriales de plusieurs villes et une vingtaine de villes de 8 pays de la Grande Europe pour l'instant. Et puis petit à petit, on va intégrer donc des villes du sud de la Méditerranée. Est-ce qu'on peut citer par exemple l'une de ces villes qui appartenait peut-être à la création de l'association et de savoir un peu quelle est la motivation de cette cité pour s'engager et entretenir son lien avec le réseau et d'autres villes. Donc parmi les villes, on peut citer la ville d'Evora, par exemple, au Portugal, la ville d'Arles en France, Tours, Bastia. Après, il y a eu... il y a aussi des villes serbes, par exemple, des villes de Croatie, de nombreuses villes, plutôt de taille moyenne, avec un patrimoine culturel très fort. Et le but, justement, c'est d'échanger, de constituer un terrain d'échange et de dialogue pour développer le patrimoine comme moteur économique et culturel. Prenons l'exemple de Tours, Oui. qui n'est pas une ville méditerranéenne. Quel patrimoine essaye-t-elle ainsi de valoriser et avec quels outils ou quel allant? Donc la ville de Tours, donc encore une fois, c'est le réseau fait la promotion du patrimoine matériel et immatériel. Donc par exemple, la ville de Tours a réalisé récemment un projet européen sur la gastronomie en collaboration avec la ville de Brașov en Roumanie. Donc voilà, un exemple très concret de projet qui a été créé au sein du réseau avec. Et comment le réseau va-t-il assurer la communication, la promotion de cette initiative? Par le biais à la fois par le biais du site web naturellement, mais aussi dans le cadre des réunions statutaires du réseau, qui sont conçues justement comme des terrains, encore une fois, d'échange et de dialogue. Donc les villes présentent leurs projets et les autres membres participent au développement de la réflexion sur ces projets-là.
Ce réseau cherche-t-il d'autres adhérents? Et, Bien sûr. voilà. Et quel est le bénéfice à entrer dans cette association pour une ville jusqu'ici moyenne, mais je devine peut-être que vous êtes prêt à ouvrir vos bras à d'autres, à des petites ou à des grandes? Alors, le réseau, naturellement, cherche toujours de nouveaux adhérents, puisqu'il s'agit de continuer à développer la réflexion sur la gestion des patrimoines. Actuellement, nous venons de recevoir, par exemple, la demande d'adhésion de la ville de Chefchaouen, au Maroc. L'idée, c'est que l'association offre aux villes la possibilité de rayonner d'un point de vue culturel et économique, mais aussi d'acquérir des bonnes pratiques culturelles et aussi des outils pratiques. Je pense par exemple au label qui a été mis en place par l'association, le label Calicities, qui est un label de qualité urbaine qui offre un référentiel très précis aux villes pour apprendre à gérer le patrimoine. Qu'est-ce qu'un patrimoine dans l'esprit de votre association? Le patrimoine, j'utilise le singulier, mais il faudrait utiliser le pluriel. Donc c'est les patrimoines au sens large, à la fois le patrimoine bâti, le patrimoine immatériel, donc la gastronomie, la langue, tous les patrimoines. Et aujourd'hui, le constat de votre association, de vous en tant que délégué général, quel est-il? Les élus savent-ils mettre en valeur, défendre, entretenir leur patrimoine au pluriel? Et en quoi peuvent-ils améliorer cette gestion patrimoniale? Alors je pense que l'engagement des élus varie en fonction des villes. Il y a des élus très engagés. Je suis très admirative parfois face à des petites villes qui font des actions extrêmement puissantes, extrêmement fortes. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer. C'est le but de cette association, c'est d'apprendre des talents des voisins, mais aussi des erreurs des voisins pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, qu'est-ce qui freine aujourd'hui un élu quant à la mise en valeur de son ou de ses patrimoines? Je pense essentiellement, malheureusement, le budget, souvent. Mais après, il y a des choix politiques. Et puis, c'est aussi une question de sensibilité. Est-ce qu'il y a une ville dont l'entrepreneuriat culturel, au sens large, patrimonial, vous a particulièrement frappé, et est-ce que vous auriez l'audace de la citer? Bon, j'ose. Pour moi, c'est la ville d'Arles. Arles. Voilà, de par l'offre culturelle extrêmement développée. C'est une ville qui ne cesse de proposer de nouvelles choses, qui affirme les manifestations qu'elle présente depuis longtemps et puis qui en propose des nouvelles. Est-ce que le patrimoine peut être un élément d'un modèle économique, d'un business model de territoire? Oui, absolument. Ouais. Surtout, justement, par le biais aussi de la coopération décentralisée, naturellement. Et je reprends l'exemple de la ville d'Arles, qui s'est énormément engagée dans une coopération avec la Serbie et qui a offert énormément de bonnes pratiques et a énormément échangé avec les villes serbes qui apprennent, encore une fois, des erreurs aussi commises par certaines villes et puis des réussites, bien entendu. Vous avez insisté plusieurs fois sur des erreurs à ne pas commettre. Quelle est celle qu'un élu lambda doté d'un patrimoine bien existant, bien solide dans sa diversité, quelle est l'erreur qu'assez familièrement on peut commettre quand on est à la tête d'un conseil municipal? Vous avez une idée, monsieur Rousset? J'ai pas d'idée personnelle, mais ce qu'on constate, c'est que la reconnaissance du potentiel économique du patrimoine, de la nécessité aussi de le préserver, de le faire connaître par les habitants qui s'approprient par le patrimoine leur ville, ces éléments-là, parfois, ne sont pas innés et demandent une prise de conscience par les responsables municipaux. C'est dans cet esprit-là qu'on avait d'ailleurs en 2008 organisé
un premier séminaire international qui s'appelait « La valorisation du patrimoine urbain en Méditerranée ». Donc c'était à la fois un focus sur ce que représente le patrimoine urbain et sur l'ouverture du réseau AVEC vers le sud, puisqu'on a pris l'ensemble du bassin méditerranéen. Et c'est sur la suite de ce séminaire qu'on a 2 ans plus tard organisé un atelier international qui était centré spécifiquement sur le patrimoine urbain, développement économique et social. Parlez bien dans le micro, Monsieur Rousset, sinon nous perdrons le bénéfice de votre intervention. Marie Dalfalco, des dates récentes d'initiative et puis ce qui se profile à titre associatif. Est-ce que vous voulez nous faire vivre un peu aussi Bien votre sûr. utilité? D'accord. Bon, le réseau AVEC a développé énormément d'actions toutes ces dernières années. Encore une fois, je rappelle que le réseau a été créé en 1997, donc ça fait 19 ans. Je cite à titre d'exemple, par exemple, le forum de 2013 sur les patrimoines et les risques en Europe et en Méditerranée, qui a été organisé à la Villa Méditerranée à Marseille et qui a réuni 150 experts environ européens. Il y a aussi la participation à l'étude préliminaire du programme Médina 2030, qui visait justement à souligner l'enjeu représenté par la réhabilitation des centres historiques pour le développement durable et économique des villes historiques. Et puis naturellement, j'en ai déjà parlé, le label Calicities qui a été créé en 2007, qui continue à exister, et un certain nombre de villes du réseau possèdent ce label et d'autres sont engagées dans cette démarche de qualité urbaine. Et puis, je terminerai par justement la publication du guide méthodologique pour la gestion durable des villes historiques en Méditerranée, qui va sortir d'ici la fin de l'été. Donc c'est un guide c'est la réponse à une commande du ministère des Affaires étrangères. C'est un projet qui a été initié en 2011, qui visait à établir une coopération décentralisée entre plusieurs villes du bassin méditerranéen. Donc j'ai la liste pour ne pas en oublier une. Donc ça, ce sont les villes, les cités contributrices qui ont alimenté ce guide méthodologique au début. D'accord, dont Jacques Rousset va nous parler. Voilà, exactement. Donc la ville d'Arles, de Vienne, d'Aix-en-Provence, de Tours, et puis la ville d'Osijek en Croatie, de Gardaïa en Algérie, d'El-Jem en Tunisie, de Baalbek au Liban et de Marrakech au Maroc. Alors le problème, c'est que ce projet a été initié en 2011 et il a connu un certain nombre il a été fortement perturbé par les événements politiques qu'ont connu les villes du sud, notamment du bassin méditerranéen. Donc c'est un projet qui a évolué au fil du temps. Et aujourd'hui, l'ouvrage qui a été finalisé, qui va être publié encore une fois d'ici quelques semaines, présente donc un ensemble de références méthodologiques pour la gestion durable des villes historiques, un ensemble aussi, une cinquantaine d'exemples pratiques, de conduits dans des villes du bassin méditerranéen, et puis des paroles d'experts de haut niveau. Et donc je vais passer la parole à Monsieur Rousset qui va vous présenter de façon plus détaillée l'ensemble de ces différents chapitres du guide méthodologique. Jacques Rousset, le lecteur idéal pour lequel vous avez travaillé de ce guide méthodologique, quel est-il? On peut en redonner le titre complet, guide méthodologique. Alors le guide méthodologique pour la gestion durable des villes historiques en Méditerranée. Voilà, pour la gestion durable des patrimoines de ces villes. Des villes, parce qu'on ne peut pas toujours, il ne faut pas dissocier le patrimoine du reste de la ville. C'est la ville qui est en cause, ce sont les habitants de la ville qui sont concernés. Et dans des opérations de rénovation, de réaménagement d'une ville, il faut bien sûr prendre en compte le patrimoine. Parfois, l'élément déclenchant n'est pas le patrimoine, mais le patrimoine reste un élément central de toute intervention urbaine.
Le lecteur auquel vous avez pensé en rassemblant ces contributions d'experts, ces témoignages, ces expériences? Le lecteur, il y a deux cibles qu'on a imaginées. D'abord, les villes qui souhaiteraient s'engager dans des coopérations décentralisées sur ce thème du patrimoine urbain avec d'autres villes, notamment des villes du Sud. Donc c'est la première cible, coopération décentralisée avec des villes volontaires. Et puis deuxième cible qui va de soi, c'est l'ensemble des professionnels concernés par les questions touchant à la gestion, à l'aménagement, à la préservation du patrimoine urbain. Quel profil de métier, par exemple? Architecte des bâtiments de France, oui, mais techniciens communaux oui, mais aussi, oui, les techniciens qui se préoccupent de la préservation des matériaux, c'est parfois des techniques très pointues, hein, de sensibilité des matériaux à différentes agressions, etc. C'est aussi des professionnels des risques, face à un risque qui peut être un risque naturel, qui peut être un risque anthropique, enfin par exemple un excès de fréquentation, et je ne parle pas des risques de conflit. Il faut être capable de se prémunir le plus possible face à ces risques, et puis également il faut être capable, quand malheureusement les crises se déclenchent, de les gérer au moins mal pour les habitants, pour les visiteurs, pour le patrimoine, pour la ville. Comment est structuré à l'arrivée ce guide dont l'annonce, dont la publication est imminente? L'organisation du guide est assez simple. Le premier chapitre réunit une quinzaine de références méthodologiques que Marie a déjà un peu évoquées. Il y a le label Calicities, bien sûr. Il y a les enseignements qu'on a pu tirer de l'étude préliminaire du programme Médina 2030. Il y a aussi des documents qu'on a exploités qui nous ont été communiqués par l'UNESCO ou par l'ICOMOS ou par le bouclier bleu, etc. Donc il y a une quinzaine de références méthodologiques dont on peut tirer quelques éléments de synthèse que je vais simplement reprendre. Premièrement, il faut aborder ces problèmes-là avec des approches intégrées dans un espace territorial élargi. Et donc, il ne faut pas se limiter au seul périmètre, par exemple, des monuments historiques, mais prendre toute la ville. Deuxièmement, il est essentiel, en préalable, de faire un travail d'identification, de diagnostic, d'inventaire du patrimoine, des risques et des enjeux urbains. Et puis, ensuite, pour réussir une opération, il faut une gouvernance politique forte, légitime, appuyée sur des compétences professionnelles solides qu'il faut être capable de tenir à jour. Et puis également, c'est tout à fait essentiel, il faut que de tels projets soient conduits en associant le plus possible les habitants, la société civile, enfin tous les acteurs. C'est à ce prix-là qu'une opération peut être réussie. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut retenir comme synthèse de cette, comme ingrédient d'une méthodologique, politique de gestion durable d'une ville qui a matière à protéger ou matière à valoriser. Alors le chapitre suivant, donc est le chapitre 2 du guide, et Marie l'a déjà évoqué, c'est l'ensemble d'exemples et de bonnes pratiques qu'on a réunis, que je ne vais bien sûr pas détailler, mais qui sont issus de quelques ensembles que je cite. D'abord les 9 villes qui étaient partantes au début, qui s'étaient déclarées volontaires pour s'associer au projet. Ensuite les collectivités territoriales qui s'étaient exprimées à l'occasion des séminaires qu'on avait organisés en 2008, 2010 et 2013. Et puis également les études de cas issues d'un document important de l'UNESCO de 2014 ou d'autres documents comme l'ICOMOS, etc., que je ne vais pas citer. Donc on a là un ensemble d'une cinquantaine de pratiques d'exemples qui sont surtout, ce qui est intéressant, situées dans des contextes locaux, qu'ils soient géographiques, sociaux, etc., très diversifiés. Et malgré tout, ce qu'on retire de l'ensemble de ces exemples rejoint
les éléments de synthèse que je viens de citer à partir de la méthodologie. Et puis on s'ajoute à ça un troisième chapitre sur des paroles d'experts. Une cinquantaine de grands experts ont accepté d'apporter une contribution sur ce thème-là, contribution très intéressante qui émane soit d'institutions, soit de professionnels et qui nous permettent de consolider, d'illustrer de façon très claire les recommandations que j'ai évoquées il y a quelques instants. Je vais vous poser une question conclusive à l'un et à l'autre. Qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui d'aller un peu plus loin dans l'optimisation de cette gestion des villes, de cette gestion durable? Est-ce que ce sont des dispositions réglementaires, fiscales? Est-ce que c'est un effort de sensibilisation, de pédagogie? Je ne sais pas. Voilà. De votre point de vue, Monsieur le Préfet, Madame la Déléguée Générale. Moi, je dirais qu'au-delà des recommandations qui peuvent avoir un aspect un peu théorique, il faut entretenir, enrichir le gisement d'expérience concrète que constitue le guide. Il faut que ce guide vive, il faut que de nouvelles expériences l'enrichissent. Il faut qu'il puisse être l'objet de débats, de discussions. Sinon, dans quelques années, il sera dépassé. Donc, l'équipe d'AVEC fait un appel à toutes les bonnes volontés qui pourraient la rejoindre pour entretenir, prolonger, enrichir cette démarche. Finalement, c'est le volet formation, sensibilisation, s'appuyant sur des échanges d'expériences. Hein. C'est très simple et c'est ça qu'on attend et c'est ça qu'on espère. Marie, vous êtes la porte-parole d'un certain nombre de collectivités. Pourquoi militez-vous en tant que groupe de pression dans le domaine patrimonial? On milite justement pour une meilleure connaissance des capacités des villes et aussi pour la base, disons, du réseau, justement, c'est qu'ensemble, on est meilleur. Donc, il faut continuer à échanger, il faut continuer à dialoguer pour améliorer notre gestion, notre protection et notre valorisation du patrimoine, qui est un véritable atout culturel, bien entendu, identitaire, économique. Donc, voilà. Vous n'allez pas jusqu'à dire, de façon générale, que ce patrimoine est malmené? Bien sûr, il est malmené un peu quand même. Par moment. Enfin, c'est inévitable, malheureusement. Mais il faut essayer de limiter les dégâts. Et c'est pour ça que des associations comme AVEC existent. Et il faut partager, il faut travailler ensemble. Est-ce que je me trompe ou il y a un patrimoine qui est malmené parce qu'il est sous-estimé et sous-entretenu, et il y en a un autre qui est survalorisé, consommé par les touristes? Oui, il y a toujours ça dans des villes, il y a toujours des monuments phares qui attirent tous les touristes et qui sont du coup en danger aussi à cause de la surfréquentation. Et puis il y a plein de petites merveilles et les visiteurs, les habitants passent à côté. Donc il faut mettre la lumière sur tout le patrimoine, tous les patrimoines des villes. À la fois pour des visiteurs extérieurs et pour les habitants, et bien entendu. Voilà, puisque vous évoquiez à la fois cette dimension de consommation touristique, de visitorat exogène et identitaire. Absolument. Voilà. Un dernier mot, Jacques Rousset? Non, je crois que Marie a tout dit. Enfin, le guide, c'est finalement un observatoire des bonnes pratiques qui réunit déjà un certain nombre d'exemples intéressants. Ça peut être un levier de sensibilisation des différents acteurs concernés, que ce soit les autorités locales, les visiteurs, les habitants, etc. Ça peut être aussi un outil de formation, parce que la formation, la sensibilisation, par exemple, des responsables de la sécurité incendie ou inondation, aux problèmes de patrimoine est tout à fait important,
il faut qu'ils puissent dialoguer, échanger avec les responsables de patrimoine. Il faut donc décloisonner les différentes disciplines et rien de tel pour cela que de se tourner, se pencher sur des exemples réussis, parfois des exemples ratés d'ailleurs. On termine sur cette évocation. Il y a une loi accessibilité qui a pu amener à des obligations certains responsables d'équipements, enfin de bâtiments. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait l'importance aussi de rendre accessible à des personnes handicapées tous les bâtiments ou la plupart? Est-ce qu'il y a eu une bonne connaissance des enjeux patrimoniaux des rédacteurs de cette loi? Enfin, je crois que les rédacteurs de cette loi sur l'accessibilité et les directives même administratives pointent un vrai problème. Dans certains cas, la mise en accessibilité peut être une contrainte trop forte pour la sauvegarde du patrimoine. Et à ce moment-là, il est possible d'obtenir des dérogations mesurées. Mais enfin, le texte est très clair. La pratique l'est moins, parce qu'il faut savoir ce qu'on va sacrifier. Hein, soit les personnes handicapées, soit le patrimoine. Donc c'est une question de nuance qu'il faut avoir. Mais en tout cas, la problématique est bien posée, elle est reconnue dans les textes et on n'a plus qu'à faire. Et très concrètement, Marie, ça a été un sujet de conversation au sein de l'association? Oui, Ouais. d'ailleurs, c'est un point du référentiel du label Calicities, l'accessibilité pour promouvoir le patrimoine. Après, dans la pratique, c'est un sujet très complexe. Par exemple, je pense à un exemple très concret, les cryptoportiques à Arles, qui ne sont absolument pas accessibles. Enfin, l'accessibilité obligerait, enfin, pour les personnes handicapées, obligerait à détruire une partie de ce patrimoine-là. Donc, dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe que dans un texte de loi. Et on devine que vous avez pu servir parfois de médiateur ou d'éclaireur pour gérer, à faciliter la résolution de situations locales un peu tendues. Oui. Jacques Rousset, Marie Dalfalco, merci. Clap de fin.